Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, la critique du jeu Stormwind sur Dreamcast. Oui, un jeu qui sort sur Dreamcast. Ensuite, il y aura The Place to Be, Notchan et Retro & Magic sur Midnight Resistance. Voilà, mais on commence avec les news. On est toujours à l'E3 à Los Angeles et en particulier là sur le stand de Square Enix. Donc pas mal de choses à présenter. Du classique, hein, on a du Kingdom Hearts, on a quand même la suite également de Vat Theater Rhythm. On a aussi du jeu mobile, hein. Là sur iPad. On a eu l'occasion de jouer un petit peu, malheureusement on pouvait pas filmer l'écran, c'est complètement ridicule. Le Sniper Elite qui est vraiment très sympa, avec la possibilité de zoomer dans tous les sens, de ralentir le temps, de shooter. Ça a l'air vraiment intéressant, ça sortira cet automne sur Android, sur iOS. On a également évidemment une grosse place réservée à FF14. FF14 où il y a 3 groupes de 8 joueurs qui jouent ensemble et qui affrontent le Léviathan, donc une des créatures classiques de l'univers Final Fantasy. Et donc à partir du moment où les joueurs arrivent à le battre, ils sortent et ensuite ils ont un petit t-shirt qu'on leur donne avec I beat Léviathan, donc j'ai battu le Léviathan. Donc plutôt sympa. On va maintenant voir les jeux beaucoup plus précisément et en particulier la suite de Lara Croft and the Guardians of Light, un jeu téléchargeable où on pouvait jouer à deux en coop avec du puzzle game et de l'action. Vraiment excellent, c'était une bonne surprise à l'époque. La suite nous est présentée et on aura une interview développeur à vous montrer. En attendant, le stand Square Enix, à défaut de montrer du neuf concernant KH3 et Final Fantasy XV, proposait plusieurs bornes où la jeunesse pouvait se faire plaisir sur le prochain Theater Rhythm Final Fantasy baptisé Curtain Call. Au programme, plus de 200 chansons, une soixantaine de personnages jouables dont des nouveaux évidemment, et ce mode Quest Medley, à base de maps, de chemins à emprunter, de boss et de rencontres, qui donne l'impression que la série se rapproche de plus en plus d'un RPG classique. Le mode versus quant à lui vous laissera affronter l'ordinateur et même un joueur dans des battles de rythme où il sera possible de balancer des attaques qui handicaperont l'adversaire. On passera donc très clairement du temps sur ce titre dès sa sortie en septembre prochain sur 3DS. Le Kingdom Hearts HD 2.5 Remix était également mis en avant sur le stand. Ce dernier s'inscrit dans le même délire que la première compile HD Remix. On retrouve ici la version Final Mix du 2, mais aussi celle de Birth by Sleep, ainsi que les cinématiques remasterisées de l'épisode Recoded. Une initiative qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui apaisera peut-être, l'espace de quelques semaines, l'impatience de la jeunesse concernant du nouveau sur KH3. Square Enix, c'était également du Murdered Soul Suspect, jouable sur le stand et sur lequel on s'étalera plus avant dans une critique à venir. Faisant suite au Lara Croft and the Guardian of Light, le nouveau titre de la franchise Tomb Raider intitulé Temple of Osiris amènera la jeune Lara en Égypte évidemment, et misera sur les mêmes forces que le volet précédent, à base de puzzles, d'action et de coop. Pour le coup, la dimension multijoueur se verra facilitée par un système drop-in drop-out permettant à n'importe qui de rejoindre votre partie, ce qui aura une influence sur la disposition des puzzles, comme nous l'explique le lead designer du jeu, Will Kerslake. Really important to us with the Temple of Osiris that players could play 1 to 4 player, that you could play it by yourself, you could play it with friends, you could have friends join in midway through. So anytime during the game you can drop in and drop out with others, and we adjust the puzzles in the game so that the puzzles work for the different player characters that might be in the game at that time. L'histoire quant à elle mettra en scène Lara Croft évidemment, mais aussi des divinités égyptiennes comme la femme et le fils d'Osiris qui vous aideront, ou encore Seth contre lequel vous combattrez. Pour le coup, le loot sera à l'honneur ici, et les ennemis dropperont tout un tas d'items utiles dans votre quête. Le système d'amulettes et d'anneaux permettra de customiser son personnage et ses compétences, et aura également un impact sur la dynamique du groupe en coop. The amulet system and the ring system, so the rings are personal power-ups that let you personally modify and adjust your character, and you can use your rings on any character that is connected to your account. So you can play for a while as Lara and then play for a while as Isis and be able to move your rings to her as well. But then the amulets are a way for the team to work together. So if I get an amulet that regenerates my health, I can share my health with all the other players as long as my power meter is built up, which is the same concept from Guardian of I have to combo my damage without ever being hit. I build up my power meter and then I can share that among my team. So as you play with players, you start to figure out I'll customize to be sort of a healer class because I'll have healer amulets and you'll have damage amulets and we'll work together that way. Prévu sur PS4, Xbox One et PC, cette aventure jouable désormais jusqu'à 4 ne possède toujours pas de date de sortie. Mais on ne désespère pas de le voir bientôt débarquer chez nous, sans doute en début d'année prochaine.
Aujourd'hui dans 101%, j'aimerais vous raconter mon vendredi 13, parce que le 13 juin, c'était un vendredi 13. Alors le vendredi, moi, je joue mon spectacle qui s'appelle Petite Dépression entre amis, voilà. Là, c'est les 3 dernières dates de la saison, voilà. Et donc, vendredi dernier, alors vendredi avant l'autre vendredi, j'ai décidé, parce qu'il faisait très beau, de rentrer chez moi en roller. Voilà, parce que je me suis dit, il fait super beau, ça me fait 30 minutes de roller, super dans Paris, trop bien. Donc je suis en roller dans Paris, la nuit, super, il y a quasiment personne. Et j'arrive à peu près 200 mètres de chez moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Et là, ma roue se prend dans un trottoir, et j'ai fait un truc genre... Et en l'air, je sais pas, mon corps s'est dit, tiens, t'es en l'air, descends d'un coup. Et donc j'ai fait... Comme ça, voilà. Alors, ma cage thoracique, heureusement, m'a amorti. Hein, et après m'avoir amorti, ça m'a coupé complètement la respiration. J'ai fait un truc genre... Et après, ma tête a décidé de suivre le mouvement et de faire... sur le sol. Voilà. Donc, après, j'ai envoyé un SMS. Et le SMS, c'était maison, rentre, planning, mercredi. Je ne me souviens pas avoir écrit ces mots. La personne m'a répondu par 3 points d'interrogation, ce que je comprends tout à fait. Je me suis rendu compte que j'étais sur le sol au milieu d'un passage piéton. Donc je me suis dit que j'allais essayer de reculer. Et j'ai envoyé, mon cerveau essayait d'envoyer à mon corps dire « recule, recule ». Et je n'arrivais pas à reculer. J'étais comme ça sur le sol et les gens passaient à côté de moi en vélib et faisaient « oh, il est par terre ». Et ça s'arrêtait pas, c'était très sympathique. J'ai réussi à reculer. Et après, je suis rentré à pied en étant comme ça, avec mes rollers à la main. Je pense que les gens, vendredi soir, minuit, ils se sont dit que j'étais complètement fait. Mais pas du tout, et j'allais vraiment pas très bien. Voilà. Et ça annonce mon vendredi 13 d'une semaine après. Mais on regarde la critique du jeu Stormwind sur Dreamcast. Stormwind est sorti sur Dreamcast en avril 2013. Pour un titre révélé depuis 1997 et maintes fois reporté, notre professionnalisme rigoureux nous condamnait à en faire l'écho avec retard. Un retard qui nous amène 2 générations plus tard. Nous sommes en juin 2014 et le 3 vient de s'achever. Que vaut donc ce shoot'em up teuton sur l'ultime console de Sega au regard des standards actuels ? Pour le non-germanophone, l'histoire de Stormwind brille par son absence. Aucun indice sur une trame quelconque, pas même dans le manuel de la version que nous avons utilisée pour cette critique. Une voix en allemand semble nous susurrer dans l'introduction un quelque chose qui ressemble vaguement à une toile de fond. Peu importe, cette absence de compréhension de l'intrigue offre une marge de liberté. On imagine sans mal un mauvais feuilleton, avec son lot de planètes en détresse, de délires extraterrestres et mutations génétiques, sur un arrière-plan industriel, apocalyptique et intergalactique. Cette large gamme dans le cliché est l'alibi rêvé pour le game designer, qui peut à sa guise nous traîner à travers des univers variés sans avoir à se justifier. Stormwind n'est pas un jeu sans histoire pour autant. Pensez donc, le shmup a été présenté pour la première fois en 97, à une époque où la Dreamcast n'existait pas encore. Le projet s'appelait alors Native et s'était mis notamment pour objectif de faire exploser les capacités techniques de la Jaguar. Les années passent et Native semble à la dérive, tout comme la Dreamcast qui s'enlise joyeusement avant de sombrer. C'est pourtant sur cette machine, dont la production industrielle a été stoppée, que Native réapparaît. Le shmup prend le nom de Stormwind et le studio allemand derrière le joujou se nomme Duranic, fondé par 2 frères. Un développeur qui a la réputation de tirer le meilleur des capacités d'une machine, à l'instar de ses confrères de Shin'en, auteurs de la série des Nanostray. C'était le cas avec le bluffant Alpine Games, sorti sur Lynx en 2004. C'est un éditeur spécialisé dans les jeux développés sur d'anciennes consoles qui se charge de sortir Stormwind, Red Spot Games. Ils étaient déjà derrière les shmups allemands Last Hope et Fast Striker, dont la critique avait été diffusée ici même en 2011. L'allemand est justement ici une belle source de dépaysement. Fini les exclamations japonaises, les truculences de Lingrish ou ses amorces caricaturales dans la langue de Jennifer Lopez. Ici, une narratrice prononce des mots dans celle de Goethe. Les niveaux sont en allemand, les bonus en allemand, l'armement en allemand. L'armement, justement, parlons-en. Votre vaisseau est équipé de 3 outils de massacre. Le Nordwest, de couleur rouge, le Rudel, de couleur verte, et le Lichtblitz, de couleur bleue. Le Nordwest est directement inspiré du Round Vulcan d'Axelay. C'est un tir séparé en 2 modules qui suit une trajectoire partant de l'arrière du vaisseau vers l'avant.
En tapotant, on peut régler l'angle de tir et atteindre des recoins précis de l'écran. Le Rudel est un tir frontal classique très puissant. Il force le joueur à une plus grande mobilité. Et enfin, le Lichtblitz est un double laser au trajet saugrenu. Il rase le ventre et le toit du vaisseau, ce qui en fait une arme de protection efficace. Puis ces deux faisceaux effectuent une courbe avant de se rejoindre dans l'axe du vaisseau. La gâchette gauche permet de jongler entre ces trois armes. Le game design invite le joueur à utiliser la bonne arme au bon moment, ce qui rend la gestion de l'armement intéressante. Vous pouvez améliorer chaque pétoire de 2 paliers via un bonus qui se présente sous la forme de 1000 points. En tirant dessus, celui-ci laisse apparaître la lettre N pour Nordwest, puis R pour Rudel et L pour Lichtblitz. Pour améliorer son arme, il faut récupérer le bonus adéquat. Si par exemple, vous ramassez un L alors que vous êtes équipé du Rudel, votre Lichtblitz n'en sera pas affecté. Ce qui implique une certaine vivacité d'esprit dans les situations tendues, puisque vous devez vous concentrer à la fois sur votre arme à améliorer, sur le bonus à modifier et sur l'action. Cette gymnastique doit être rigoureusement intégrée, puisque votre arsenal fait aussi office de barre d'énergie. À la moindre touche, l'arme dont vous êtes équipé explose, quel que soit son niveau. Votre engin subit le même sort une fois totalement désarmé. Autre élément de gameplay fondamental, le tir chargé. En maintenant le bouton X, une jauge apparaît. Plus vous pressez longtemps le bouton, plus le tir sera puissant. Mais attention, si vous le maintenez trop longtemps, votre arme surchauffe et explose. La manette boudinée de la Dreamcast est décidément mise à contribution. Le bouton B sert ici de bombe, que le jargon nomme judicieusement Smart. Le bouton Y permet de modifier le sens de tir de vos modules, indispensable lorsque les vagues ennemies arrivent de derrière. Les commandes paraissent lourdes, mais Sturmwind étonne par la rapidité de sa prise en main. L'étonnement ne s'arrête d'ailleurs pas là. Sturmwind est magnifique. La direction artistique, malgré un menu suspect, est excellente. Notre vaisseau nous embarque dans les tréfonds de l'océan, sur la banquise, dans la chaleur d'une fonderie. Les éléments aqueux, la vapeur, le frima, tout est parfaitement rendu. Et Duranic fait des prouesses en arrivant en 2013 à nous gifler sur un support sorti en 1998. Le mélange 2D 3D est harmonieux, et certains boss sont d'une grande finesse graphique. Mais attention, la beauté du rendu n'est pas seulement technique, car Sturmwind possède une identité forte, loin de la timidité rigide de la majorité des shmups européens. Les décors sont vivants et racontent une histoire. Pour peu, on se croirait embarqué dans une balade en barque, à travers un décor aussi surréaliste que familier, de par ses références. Les environnements sont tiraillés entre le kitsch de la SF et le shmup japonais des années 80. La pupille attentive repère des clins d'œil disséminés dans les décors. Des lemmings se promènent, des tétraminos traversent l'écran. Rob le robot de la NES apparaît dans le 4e stage. On aperçoit aussi l'hélicoptère de Blood Money, un avatar de Xendi Slina et de Drop Zone, ou ce boîtier Jaguar qui vient nous piquer en rappel des origines du jeu. Sturmwind est un shoot'em up organique, vivant. Il rend hommage au shmup papier des années R-Type sans s'engluer dans un rituel de célébration servile et trace sa propre route. Duranic ne s'englue pas non plus dans un contenu trop touffu et propose 2 modes de jeu dont un parfaitement dispensable. Le mode normal est divisé en 7 mondes découpés en 16 niveaux. Le jeu est assez long donc, bien que ce soit sur sa capacité à nous faire revenir inlassablement dessus que l'on jugera sa durée de vie réelle. Et autant se répéter, Sturmwind est long. Le mode arcade, lui, est totalement insipide. Il reprend 6 niveaux du mode normal, histoire simplement d'ajouter un mode et de remplir typographiquement un menu bien vide. Sturmwind propose 3 difficultés, allant du facile au difficile. C'est logiquement en difficile qu'il révèle son sucre, poussant le joueur à user de toutes les commandes et à calculer des itinéraires précis. En marge de la progression, la question du score vient titiller les joueurs les plus aguerris. Le système est assez simple. Il s'agit de détruire un maximum de cibles tout en réalisant des chaînes. Certaines d'entre elles laissent apparaître le mot Wave Bonus qu'il faut abattre rapidement. Ce bonus lâche alors une étoile qui fait office de multiplicateur, très important au moment des comptes en fin de niveau. L'autre élément est le bonus d'armement. Au lieu d'améliorer votre arsenal, vous pouvez prendre le risque de plonger comme un rapace sur les 1000 points. Cet équilibre donne un surplus de piment à l'ensemble, un brin conservateur. Sturmwind est un shoot'em up plutôt facile, même en difficile, et son scoring simple s'avère accessible à tous, en plus d'être partageable en ligne grâce à des codes générés par le jeu. Parmi les bonus à l'intérêt discutable, comme les quelques prototypes et esquisses à débloquer, Duranic ajoute une option qui parlera certainement aux inconditionnels de la Dreamcast. Vous pouvez enregistrer vos parties ou réaliser des captures d'écran directement sur le support SD de la console.
Ce support n'est pas officiel et a été développé par des fans. Cependant, aussi brillant soit-il, Sturmwind n'est pas exempt de menus défauts. Sa maestria technique prend parfois le pas sur la lisibilité. Le choix des couleurs, appuyé par les effets de brillance lors de certains segments, rend certaines séquences confuses. Où sont les tirs ennemis? Où se trouve précisément mon vaisseau? Quelle est la partie sensible du boss? Heureusement, ces moments s'avèrent généralement courts et n'entachent pas la progression. Autre bémol, les musiques. Enfin, tout dépend de vos antécédents familiaux. Si le son chiptune des premiers Demo Maker Amiga en version ringarde provoque chez vous quelques frissons enthousiastes, alors Sturmwind remplit magnifiquement son contrat. Sturmwind est ce que l'on appelle vulgairement un Euroshmup. Le joueur peu familier à l'univers des tirs croisés y lira un shoot'em up développé en Europe. Pourtant, l'évocation même de ce label autonome crispe plus qu'un connaisseur. Les vieux démons de l'artisanat européen remontent péniblement à la surface et évoquent des shmups asthmatiques aussi souples qu'une barre métallique et à l'équilibrage boiteux. Sturmwind est tout l'inverse, svelte et dynamique. Nous parlons d'un shmup organique qui glisse habilement ses mécaniques dans l'architecture luxuriante de ses niveaux. L'inertie du vaisseau est d'une grande souplesse et rend la jouabilité très agréable. Duranic réalise un titre dont le plaisir est immédiat, manette au point. Bien solide sur ses jarrets, le shmup saxon se porte bien et nous offre une expérience proche du toucher d'Irem et des grands classiques des années 80. La Dreamcast fesse gentiment les consoles actuelles, assez chiches en la matière, et se paie par la même occasion le luxe d'être vivante au-delà de sa mort. Décidément, Sega, c'est plus fort que toi. Eh ben, Paul, si Paul n'avait pas été là, à No Life, on serait sûrement passé à côté de ça, quand même. Ce jeu a mis quasiment 14 ans à sortir, donc fallait vraiment l'attendre. Paul, tu es un peu bizarre. Voilà, bref, je continue mon équipé de la semaine dernière. Donc, le vendredi 13, le matin, ça fait une semaine que je suis tombé en roller, d'accord? J'avais des courbatures partout. Puis les courbatures ont commencé à disparaître, sauf 2 courbatures ici. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai un peu mal. Et pendant 2 jours, je me rends compte que je n'arrive plus trop à dormir la nuit parce que dès que je me tourne, j'ai mal. Donc le vendredi matin, le vendredi 13, je décide d'aller chez le médecin. Et le gars m'ausculte, me regarde et me fait « Eh ben monsieur, vous avez froissé votre cage thoracique. » Alors parce que, en fait, on n'a pas d'os ici, c'est du cartilage, donc ça casse pas. Et donc, bah, en fait, on peut pas casser, mais on peut froisser. Il m'a dit « Imaginez que votre corps, c'est du carton et que vous avez tout froissé le carton. » Voilà. Il m'a dit « Vous inquiétez pas, vous allez avoir mal pendant 6 semaines. » Très bien. Pendant 6 semaines, je vais pas pouvoir dormir. Il m'a filé des cachetons un peu puissants, voilà, tout ça. Et j'ai une bande ici voilà, un truc qui me permet de pas faire bouger ici, sinon j'ai mal, voilà. Et le vendredi, donc, c'est le jour où je joue mon spectacle, d'accord? Donc je me dis, ok, je vais peut-être un peu galérer ce soir pour jouer. Est-ce que j'annule mon spectacle? Non, j'apprends qu'il y a 88 personnes dans ma salle. La salle est quasiment complète, donc je me dis, je peux pas annuler. Ok, je vais jouer avec un bas de contention au niveau de la cage thoracique. Mais à 15h, on m'appelle. Et là, on me dit, c'est ma production qui me dit, on a un très gros problème. En fait, normalement, pour faire un spectacle, il y a un régisseur. Et le régisseur, il vient et il apprend les lumières de ton spectacle. Il apprend les sons. Il apprend quand lancer une lumière, un son. Et c'est lui qui t'aide à faire ton spectacle sur scène. Et là, on m'apprend que les 2 régisseurs que j'ai, quand il y en a un qui est malade, il y a l'autre qui le remplace, les 2, ce vendredi 13, sont malades et ne peuvent pas assurer le soir ma régie. Et là, on me dit, bah, Rémi Argot, ton pote, il connaît bien le spectacle et il fait ça, il veut pas le faire. Il est 15h, je joue à 20h. Voilà. On regarde The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'es mobile, tu t'inscris systématiquement dans l'initiative et donc, naturellement, tu te dis que tu vas faire des trucs de ouf ce week-end? Bah ouais, peut-être, ouais. Je sais pas ce que t'as prévu, mais moi, pour le coup, je vais pas pouvoir t'aider. Là, y a rien. On n'a rien pour cette semaine. J'ai cherché, j'ai rien trouvé.
Donc va faire des trucs, va faire ce que tu veux, de l'acrobranche ou du wakeboard même, on s'en fout de ton week-end, on n'a pas prévu de... Alors s'il y a peut-être un truc, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pendant la semaine Japan Expo, les 4 et 5 juillet. Bon t'as la sortie du 7e épisode et dernier épisode de Gundam Unicorn, c'est au Grand Rex à Paris. On est associé à l'event, donc j'en parle. Voilà, si t'as envie de venir cosplayer, tu peux aussi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Envoie-moi des infos sur des events en vrai, comme ça moi j'ai des trucs à raconter à la télé. Et puis surtout, oublie pas de t'abonner ou de te réabonner à Noco, ou même d'upgrader ton abonnement soutien en fait, ou de forcer ton entourage à le faire, quitte à en venir aux mains. Parce que le service tue, et ça serait dommage que tu sois le seul ou la seule à en profiter. Paix. Je continue mon scénario catastrophe du vendredi 13. Donc, j'appelle Rémi. Rémi est en train de travailler chez Golden Moustache à M6 pour mon sketch Game of Home qui est sorti lundi, hier. Voilà. Et lui, je l'appelle et il me dit mais je suis en train de faire des trucages et ce soir j'ai rendez-vous à No Life pour faire Very Hard. Et je lui fais mais il y a que toi. Et il me dit mais je sais pas faire marcher une régie. Enfin, il m'a dit un peu, mais je sais pas comment mettre les lumières et tout ça. Et alors je lui dis, bah ouais, mais les gens de la nouvelle scène vont chercher un régisseur, mais qui connaît pas le spectacle. Lui, il va te montrer comment ça fonctionne, et toi qui connais le spectacle, en fait, vous allez faire ma régie à deux. Je lui fais, mais si tu le fais pas, c'est pas grave, on annule. Et Rémi m'a fait, non, je veux pas que t'annules. Ok, je viens. Et donc, Rémi a annulé tous les autres trucs à No Life, etc., machin. Enfin, pas vraiment, puisque après mon spectacle, il est allé à No Life. Bon, bref, voilà. Et on se donne rendez-vous à 18h. Et à 18h, alors que je joue à 20h, je commence à apprendre mon spectacle à Rémi et à Petit Ben, l'autre régisseur. À 18h. Et j'apprends à ce moment-là que juste après moi, il y a Django Edwards qui joue, Django Edwards, et que la personne qui fait la régie de Django Edwards arrive à 19h pour faire sa régie. Ça veut dire qu'on a 1 heure pour que je leur montre un spectacle qui dure 1 heure, que je vais jouer dans 2 heures. On regarde notre chaîne. Salut Zotac, c'est Nochan. Je ne sais pas si vous avez bien dormi en ce moment, mais en ce qui me concerne, c'est un peu compliqué. Le changement de saison, ou la pleine lune peut-être, ou alors, je suis enceinte. Non, a priori, je prends mes précautions, ça ne doit pas être ça. Quoi qu'il en soit, je suis tout de même un peu patraque, je suis tout engourdi, et j'espère que l'articulation ne pâtit pas trop. C'est comme si je m'étais pris un bon coup de poing dans la figure, et ce n'est pas parce que je suis en pixel que ça fait pas mal, hein. Vous ne connaissez pas le célèbre slogan « Le poids des mots, le choc des pixels » Ça résume un peu toute ma vie en fait. L'illustrateur Aled Lewis a dû s'en inspirer aussi pour sa série d'images Pixel Punch. Elle reprend certaines des baffes et des torgnoles les plus libératrices et les plus célèbres de tout temps. On pense à Tyrion qui gifle Geoffrey, ou encore Papa McFly en train de corriger Biff dans le premier Retour vers le futur. Un peu plus sombre, mais tout aussi maîtrisé, l'artiste britannique Ichigo Paul 23, ou Paul Connor de son vrai nom, aime mélanger différents univers, en les présentant à la manière du jeu indé Limbo. On y trouve du Doctor Who, du Adventure Time, ou même les films de Miyazaki. Et tout de suite, en noir et blanc glauque, Totoro. Et tout de suite, il a l'air moins sympa, hein. Autres artistes, autres hommages. Cette fois mené par le photographe Tim Tadder et le réalisateur Ash Thorpe. C'est plus d'une vingtaine d'artistes à travers le monde qui se sont regroupés au travers du projet GITS 2501 pour exprimer leur respect à l'œuvre de Shiro Masamune, et tout particulièrement à la scène d'ouverture du film Ghost in the Shell d'Oshii Mamoru, en livrant leur vision personnelle presque 20 ans après de cette scène. Dans la réalité, on n'est pas encore tout à fait au point. En gros, les cyborgs, ce n'est pas pour demain, même si la robotique continue de faire des progrès chaque jour. Après Asimo, le robot de Honda capable de marcher et de franchir des escaliers, c'est la société française Aldébaran qui a présenté en association avec SoftBank son nouveau robot Pepper. Celui-ci possède la caractéristique de reconnaître, d'interpréter et de s'adapter de manière fluide à une large palette d'émotions humaines.
ce qui peut donner l'illusion que le robot dialogue réellement avec son interlocuteur. Bien sûr, les constructeurs n'hésitent pas à dire que leur machine a un cœur et comprend les émotions, sans avoir peur de l'emphase et d'exagérer un brin. Le résultat n'en reste pas moins impressionnant. Le robot pourrait sans doute avoir des interactions simples avec des clients dans quelques boutiques. Le constructeur japonais SoftBank a d'ailleurs l'intention de tenter ce genre d'expérience dans le futur sur l'archipel. C'est tout de même typiquement humain de projeter ses émotions sur n'importe quel être ou n'importe quel objet. Cela peut être un robot comme Pepper, mais pour le célèbre constructeur de jouets Bandai, cela marche tout aussi bien avec des gommes. Pour leur prochaine collection de gommes, disponible bientôt dans les fameuses machines à gachapon, ils ont imaginé plusieurs personnages et leur font vivre quelques aventures durant des faux trailers bien amusants, façon comédie sentimentale ou film d'horreur. La petite gomme qui dit « Je rétrécis, je ne veux pas disparaître », c'est à vous fendre le cœur, non ? Non? Parce que vous pouvez être dur parfois. De mon côté, je vais soigner ma sensibilité. Je vous dis, à bientôt les otaques. Donc, le spectacle va commencer. En fait, au départ, il n'y avait que 74 personnes prévues. Et en fait, il y a des gens qui sont venus. Donc, on avait vraiment 88 personnes au final dans la salle. Donc, je me dis, j'ai bien fait de ne pas annuler. Et là, on lance le spectacle, il y a une erreur. C'est-à-dire que la psy parle dans mon spectacle, une voix enregistrée, et elle dit 2 fois la même phrase. Et j'ai annoncé aux gens au début, je leur ai dit, j'ai dit aux gens, voilà, la régie va peut-être merder, mais j'ai tout expliqué. Et Rémi s'est planté là, et après le spectacle s'est passé, mais comme si de rien n'était. À part moi, qui, quand je courais dans le spectacle, faisait comme ça. Mais sinon personne n'a rien vu, et malheureusement, à la fin du spectacle, il y a une chute. Et là, c'est le seul moment où ça a merdé. Et les gens, ils n'ont pas compris que c'était fini. Et j'étais obligé de dire, en fait, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est horrible. Quand vous faites un spectacle et que vous devez dire aux gens que c'est la fin, c'est un peu horrible. Mais bon, Rémi a assuré grave, Tiben a assuré grave. Et les gens, à la fin, ils se sont sortis. On leur a offert les places pour revenir la semaine d'après. À tous, pour qu'ils voient avec un autre régisseur. Et les gens, ils ont dit « Oh, mais non, c'était bien » et tout. Donc, on était très contents. Donc, c'était un vendredi 13 à la fois horrible et à la fois sauvé. Voilà. On regarde Retro and Magic. À la fin des années 80 et au début des années 90, le run and gun est l'un des genres les plus prisés par les joueurs. Une catégorie à laquelle appartient par exemple Contra, le petit bijou de Konami. Pour se faire une place à côté des cadors de la discipline, la concurrence n'a pas d'autre choix que de sortir l'artillerie lourde. L'éditeur Data East, déjà connu des habitués des salles d'arcade pour les bornes estampillées Robocop ou Bad Dudes vs Dragon Ninja, dégaine Midnight Resistance en 1989. Se déroulant dans un futur sinistre dans lequel un scientifique diabolique nommé King Crimson règne en maître, le jeu de Data East a pour tête d'affiche 2 frères faisant partie de la Résistance. Leur mission est d'aller délivrer plusieurs membres de leur famille, kidnappés par Crimson. Il est donc possible de partir en guerre seul ou à 2, sachant qu'un deuxième joueur est toujours le bienvenu vu la grande difficulté du parcours. Si dans le fond il s'agit une fois de plus de tirer sur tout ce qui bouge, Midnight Resistance apporte quelques subtilités qui le démarquent légèrement des autres run and gun. La plus frappante concerne le maniement des armes qui peuvent, à l'aide de boutons dédiés sur la borne, pivoter sur 360 degrés. Un principe que SNK avait adopté en 1986 pour Ikari Warriors, puis Data East à son tour avec Heavy Barrel en 1987, à la différence que ces 2 titres optent pour une vue aérienne. Dans Midnight Resistance, en raison de la vue de profil, il faut également gérer les sauts, ce qui demande un petit temps d'adaptation. Un autre élément à prendre en compte est le stock de clés que l'on transporte. Lâchées par certains ennemis après leur mort, elles permettent de se fournir en armes et équipements dans une salle dédiée qui sert de transition entre 2 niveaux. Sachant que chaque équipement coûte un nombre précis de clés et que nos héros ne peuvent pas en transporter plus de 6 à la fois, il convient donc de faire les bons choix afin de se donner toutes les chances de survivre. Car si les niveaux au nombre de 9 ne sont pas très longs, ils réservent de multiples dangers tous plus sadiques les uns que les autres. Les sbires de King Crimson déboulent en effet de toutes parts et usent de matériel à la pointe de la technologie.
Les boss sont parfois très longs à éliminer, et certains pièges vicieux donneront du fil à retordre même aux virtuoses du joystick. À la manière des autres classiques du run and gun, certains stages virent parfois au grand n'importe quoi en livrant des scènes totalement improbables, mais c'est là le prix à payer pour proposer suffisamment de variété. Parmi les défauts, on retiendra surtout de nombreux ralentissements lorsque l'écran se retrouve un peu trop submergé, et un gameplay un poil rigide. Mais ces tares sont contrebalancés par la qualité des graphismes et de la bande-son. Midnight Resistance se voit rapidement porté sur divers micro-ordinateurs 8 et 16 bits ainsi que sur Mega Drive. Sur la console de Sega, c'est le studio Opera House qui se charge de l'adaptation pour Data East. Cette version perd le mode de joueur et l'animation de ses sprites est bien plus sommaire. Toutefois, elle brille par la grande qualité de ses musiques. Si les mélodies sont similaires à la version arcade, les arrangements de Sakimoto Hitoshi transcendent littéralement les thèmes du jeu, à l'image du morceau résonnant dans le premier niveau, l'un des plus flamboyants entendus sur Mega Drive. Le compositeur japonais signera ensuite des bandes-sons cultes comme celles de Radiant Silvergun, Gradius 5, Final Fantasy Tactics ou encore Final Fantasy XII. Côté gameplay, la configuration de base opte pour un tir automatique après une simple pression du bouton d'action, une façon de gérer plus facilement l'orientation de l'arme. D'autres configurations sont proposées pour les puristes souhaitant se rapprocher de la version arcade. Concernant les conversions sur micro, c'est l'éditeur anglais Océan qui s'y colle et sans grande surprise, la mouture Amiga se distingue nettement des autres. Malgré un rendu graphique particulier donnant l'impression qu'un voile grisâtre a été déposé sur l'écran, la réalisation s'avère de très bonne facture et les animations bien plus soignées que sur Mega Drive. Il est également possible de jouer à deux simultanément comme sur la borne. Quant à la partie musicale, là encore le travail est impeccable. Le joueur devra juste se faire à la jouabilité qui, sans être catastrophique, peut sembler quelque peu imprécise lors des premières parties. D'autant que contrairement au portage Mega Drive, il n'y a aucune possibilité de la configurer. Néanmoins, et comme pour les autres versions, quelques sessions suffisent pour se sentir à l'aise. Avec son atmosphère particulière, son gameplay atypique et sa grande difficulté, Midnight Resistance n'a rien d'un titre rassembleur. Au contraire d'un contrat plus nerveux et accessible, la production de Data East se doit d'être apprivoisée avant de dévoiler toutes ses qualités. Les joueurs les plus endurcis y trouveront malgré tout un défi à leur niveau et un divertissement de haute volée. Voilà, ce 101% est terminé. Juste avant de vous dire au revoir pour de bon, vous avez sûrement vu le message de Seb, vous avez sûrement vu sur le forum que No Life ne va pas bien. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et moi je tenais à dire que j'aimais No Life et que cette chaîne m'avait permis de faire plein de choses dans la vie. Je pense même que c'est grâce à No Life que je peux travailler aujourd'hui pour Golden Moustache ou que j'ai fait de la bande dessinée, etc. Parce que sinon vous auriez pas su que j'existais. Voilà. Moi, alors personnellement, si je peux me permettre d'intervenir, Davy, je pense que de toute façon, tu serais arrivé où tu en es aujourd'hui, vu l'envie et la faim que tu avais de créer des choses, tu serais arrivé. On a eu la chance de te rencontrer et de travailler ensemble, et on est heureux d'avoir bossé avec toi, mais tu serais arrivé de toute manière. Mais je suis touché de ce que tu dis. Non mais Nerds existait, c'est sûr, sur la création de la chaîne. Parce que tu as senti l'opportunité, mais vous l'avez créé de zéro vous-même. Oui, mais tu m'aurais pas dit on va faire une chaîne, j'aurais jamais eu l'idée de faire une série, tu vois. C'est bizarre, hein, mais l'idée de faire une chaîne, moi je me suis dit, ah bah il faut faire une série. Tu vois, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez spécial par rapport à ton parcours, c'est que comme tu venais du sketch et que tu faisais que du sketch avant, je me souviens que tu m'as dit, bon, je peux vous proposer les sketchs d'une case en moins, voire même des nouveaux, mais ça suffit maintenant. Je veux faire une vraie série avec une histoire qui se suit. C'était vraiment, à ce moment-là, ta grande envie, et je pense que cette envie était partagée avec ton équipe. Ouais, bah ouais, non, clairement. Enfin bon, bref, tout ça. Mais en tout cas, oui, la chaîne ne va pas bien. Et moi, en tout cas, je la soutiens et je serai là jusqu'au bout. Parce que j'étais là dès le début et je pense que je serai là jusqu'au bout. Voilà. Et donc, ouais, bref, voilà. Merci, Davy. Et puis merci pour ton road trip sur Christin. Ah oui, hein. Il n'y a que sur No Life qu'on peut avoir des road trips comme ça qui prennent le temps
de se poser et de parler de bande dessinée. Alors si vous l'avez pas vu sur Noco ou sur l'antenne de No Life, il est encore rediffusé. Voilà, Road Trip sur Christin, le scénariste de Valérian, le créateur de Valérian. Ouais. Bah là, ouais, ça vous allez pas le voir sur d'autres chaînes par exemple, hein, parce que croyez-moi, c'est pas faux d'essayer de vendre des programmes sur la bande dessinée et tout ça. Ça intéresse personne. Voilà, il y a que No Life pour diffuser ce genre de choses. Voilà, allez, bonne soirée, à bientôt.